Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. D'habitude, on parle essentiellement d'entreprises de qualité, d'accord? Mais aujourd'hui, vous pouvez comprendre avec juste le titre de cette vidéo ou bien l'entreprise dont on va parler ici aujourd'hui. Voilà, le moral est, quand je dis le moral, l'heure n'est pas à la joie en fait. L'heure n'est vraiment pas à la joie. Personnellement, je n'ai aucun intéressement à Orpea. Vous pouvez voir ici sur la plupart des vidéos qu'on a eu à faire sur cette compagnie-ci, ça ne nous a jamais intéressé dès le début, ok? Mais ici, c'est l'heure de tirer les leçons parce que la messe est dite. La messe est dite, il n'y a rien à faire. Donc, pour ceux qui sont encore investis, qui se demandent est-ce que je dois participer au DPS ou etc. Non, les amis, pour déposer les armes, passer à autre chose. C'est l'heure du bilan. C'est le moment de se poser les questions de savoir quels sont les éléments qui étaient déjà présents quand j'ai pris ma décision d'investissement sur Orpea. Ok, la première vidéo qu'on a eu à faire, c'était celle-ci, piège prévisible. La seconde vidéo, je pense qu'on était ici, d'accord, aux alentours des, voilà, il y a 4 mois plus tard. Après, on en a fait une là, une autre ici. J'ai parlé de cette entreprise plusieurs fois, au point où ça devient, à un moment donné, je pense même que ça peut-être, enfin, probablement dans cette situation-ci, j'espère qu'on va en reparler prochainement dans un cadre un peu plus joyeux, mais on en a parlé plusieurs fois. Ok? So, quelles sont les leçons qu'il faut tirer par rapport à Orpea en date d'aujourd'hui? C'est ça qui est plus important. D'accord? Les pertes en capital, ça existe. Il y en aura toujours. OK? Vous ne pouvez pas gagner de l'argent en bourse sans payer de l'argent. OK? So, investir sur Orpea, déjà, dès le départ, c'était une fausse bonne idée. C'était une fausse bonne idée tout simplement parce que les éléments qui étaient présentés étaient tout simplement... Les indicateurs étaient déjà assez alarmistes. La dette notamment. OK? Et le fait qu'on verse un dividende ici alors qu'on a une dette ici qu'on doit gérer. Sans compter les ratios de valorisation. Et ce sont des éléments simples à regarder. Vous savez, généralement, quand on fait une analyse ici, on regarde le revenu, la croissance du revenu, la marge nette, les free cash flow, la dette nette, le PER moyen ici. D'accord? Et on questionne à la fin de la journée la qualité du dividende. Pour quelqu'un qui va investir sur cette compagnie-ci, la première chose qu'il va regarder, c'est le revenu. Sans compter le revenu, il y a également le storytelling derrière, l'histoire derrière la compagnie. On vous disait ici que oui, vieillissement de la population, etc. Voilà, c'est un big trend ici, donc il y a de l'avenir dans ce genre d'industrie-ci. Ça, c'est vrai. OK? Le deuxième ici, narratif, c'était tout ce qui concerne l'immobilier, etc. On détient nos propres fonciers, donc c'est en même temps une compagnie ici qui immobilière, entre parenthèses, parce que techniquement, ce n'est pas une compagnie immobilière, parce qu'elle utilise elle-même son propre foncier. OK? Donc l'immobilier pouvait peut-être lui permettre ici de pouvoir avoir un intéressement ici plus élevé par rapport à une dette ici, un taux au niveau de la dette ici un peu plus intéressant, d'accord, vu qu'elle mettait ici en hypothèque une partie de son immobilier. OK, donc ça permet d'avoir des taux d'intérêt plus intéressants. Mais en tant que tel, c'était pas une compagnie immobilière, d'accord? Le foncier qu'elle avait, c'était le foncier qu'elle-même pouvait. Elle avait besoin de ce foncier-là pour pouvoir maintenir ses activités. Et quand bien même elle aurait voulu vendre ce foncier-là, il aurait fallu qu'elle augmente ses charges opérationnelles parce que voilà, vous allez vendre le foncier, rembourser la dette parce qu'il y avait une dette sur le foncier et le reste, et vous allez devoir payer des loyers maintenant sur le foncier qui vous appartenait avant. Ah, donc ça remet une pression supplémentaire ici. Et si vous vous rappelez bien sur les vidéos ici, on disait qu'avec le scandale, disons le scandale par rapport au livre qui est sorti, ça par contre c'est un élément qu'on n'aurait pas pu voir sur les chiffres. La seule façon pour vous de voir ce genre d'élément-là, c'est de faire une recherche sur le terrain. OK, et qu'on s'entende, vous et moi, c'est très difficile de le faire, d'accord? Ça demande vraiment de la patience, ça demande également voilà, une certaine logistique. OK, donc on peut se fier uniquement à nos chiffres ici. Et déjà sur les chiffres, il y avait déjà un ensemble d'éléments ici. Je pense que j'avais passé une quarantaine de minutes à expliquer les états financiers d'Orpea, notamment celle-ci. 40 minutes à parler de dette, etc. Donc, on n'était pas surpris quand on a eu cette nouvelle concernant la restructuration, etc. Non, non, non. Pas surpris du tout. Dernièrement, on parlait de cette vidéo, on était à 50% de croissance en une journée, etc. Est-ce que c'était la renaissance, machin? Non, je pense que là, dès le début, c'était déjà un dossier plié. Parce que dès le moment où on annonce ici la restitution, l'émission de nouvelles actions, etc., ça veut dire dilution. Dilution veut tout simplement dire que maintenant, ma part de gâteau va être réduite. Et en date d'aujourd'hui, certains analystes, d'accord, les mêmes qui vous mentionnaient également que cette entreprise valait 100 dollars, 80 dollars, les mêmes analystes vous disent que ça ne vaut pas plus de 5 sous aujourd'hui, pas plus de 50 centimes aujourd'hui. Ah bah là, ils ont probablement raison, parce que c'est sans doute le cas.
Tout simplement parce que vous allez être dilué massivement. Je dis sans, c'est dit bien massivement. Et c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour les anciens actionnaires. C'est une bonne nouvelle pour les probables futurs actionnaires de cette compagnie-ci. Parce que je vais vous dire une chose. Le business model en lui-même, il n'y a pas de souci. Il y a de fortes chances qu'Orpea s'en sorte à long terme si elle est bien gérée. Donc, ce qui va se passer présentement ici, après le scandale, etc., on va s'ajuster en conséquence. Les marges vont peut-être être réduites parce qu'on va investir massivement ici, etc., par rapport au personnel. Donc, pour essayer de donner un meilleur service que précédemment. Donc, il y aura peut-être une réduction des marges ici. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu une réduction de la dette avec l'augmentation ici avec l'augmentation ici du... Enfin, c'est pas une augmentation du capital en tant que tel, mais le fait qu'une partie une partie des détenteurs de la dette non sécurisée cette partie, la majorité des détenteurs de la dette non sécurisée ont choisi de transformer cette dette-là en actions. D'accord? Donc, notamment pour 30% de la valeur de cette dette-là, de la valeur faciale de cette dette-là. Me semble-t-il qu'ils ont acheté cette dette-là à des prix moins élevés que ça, parce que la dette également fluctue. D'accord? Donc, je pense que les premiers détenteurs de la dette ont déjà revendu depuis très, très longtemps. Aujourd'hui, vous me donnez 30% de la valeur de cette dette-là, alors peut-être que je l'ai acheté à 20% de sa valeur. Donc, ils ont déjà fait de l'argent en date d'aujourd'hui, mais après, il faut aller également voir ça. Donc, pour les actionnaires actuels, ceux qui sont là depuis longtemps, c'est mort, c'est perdu, c'est plié. Et s'il vous plaît, n'ayez jamais peur de vendre vos actions parce qu'il y a un intéressement fiscal également derrière. Je ne sais pas si vous le savez, mais une perte en capital, ça peut vous permettre ici d'économiser en termes d'impôts sur un futur gain en capital. N'oubliez jamais ça. D'accord? Donc, c'est un intéressement ici. Donc, je peux vendre mes actions au pays ici, même si j'ai perdu un 10 000 euros. Et ça peut être un 10 000 euros. Je ne sais pas maintenant, tout dépend des pays ici aujourd'hui. Je ne sais pas maintenant si ce 10 000 euros sera pris au complet ici pour me permettre de ne peut-être pas payer un futur impôt sur comment on appelle ça? Sur un gain en capital futur. OK? Donc, il faudrait regarder à ce niveau-là, d'accord? Parce que la perte en capital également peut être un incitatif, d'accord? La fiscalité derrière la perte en capital peut être un incitatif. Ça, c'est pas le moment de rêver, de se dire que non, je vais continuer, non, peut-être Orpea, peut-être qu'ils vont remonter. Non, 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 non. Au point où on en est là, ce serait impossible enfin, même pas impossible, parce que rien n'est impossible également. Mais pour qu'Orpea revienne à ses plus hauts, ça serait vraiment, voilà. Ça fait partie, c'est purement du rêve, en date d'aujourd'hui. Purement du rêve. C'est comme CGG retourner à ses plus hauts. Ça, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas arriver de notre vivant. OK? Mais Orpea, la bonne nouvelle, c'est que Orpea, l'entité Orpea, pourrait s'en sortir si elle est bien gérée. Vu que la dette va diminuer, d'accord, et qu'elle va avoir assez de cash présentement pour pouvoir répondre à peu près à ses obligations financières sur les mois à venir ou bien les années à venir. Ici, ce qui va se passer, c'est que sans doute Orpea nous donnerait une opportunité d'investissement si le pessimisme ambiant continue. Mais attention, ça n'arrivera peut-être pas avant que la dilution, avant que tout ceci, toutes les cendres ne soient retombées. OK? Donc, c'est-à-dire qu'on va laisser la dilution s'opérer, d'accord? Et on va également laisser quelques temps pour voir comment est-ce que l'entreprise est gérée. D'accord? Donc, je vous dirais 2023, n'allez même pas regarder Orpea. Peut-être 2024, on pourra regarder Orpea, disons, à la moitié de l'année par là. OK? Donc, ça serait une bonne nouvelle pour les futurs actionnaires. Ça ne veut pas dire que l'entreprise va mourir. Donc là, présentement, la pérennité de l'entreprise n'est plus menacée. D'accord? Au détriment des actionnaires. Ce n'est pas du vol. Ce n'est pas du vol, ça fait partie du game. Donc maintenant, ce sont les leçons qu'il faut tirer. Et quand on regarde Orpea ici, je pense que j'en ai déjà parlé sur une vidéo précédente ici. Quand vous regardez cette compagnie ici, la croissance est là, n'est-ce pas? La marge brute. J'aime bien regarder la croissance, mais également, croissance c'est bien, mais je veux regarder la marge brute parce que c'est par rapport aux marges que moi j'aurai mes bénéfices nets, ou bien mes free cash flow, ou bien mes dividendes. OK? Donc, la marge ici est en fluctuation. Voilà, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça. Je n'aime pas déjà ce que je vois ici. OK? Admettons même qu'on est en 2020. Ça, c'est quelque chose qui est stressant quand je vois ce genre de zigzag-là. OK. Donc, ça, c'est la marge brute. Prenons par exemple ici l'EBIT en termes de marge, donc bénéfice opérationnel ici. Donc, c'est avant les impôts et les taxes. Faites attention. Donc, quand on a l'EBIT ici, voilà. La marge brute fluctue, mais l'EBIT est à peu près stable. OK? L'EBIT est à peu près stable. Ça va, c'est correct. On se maintient un tout petit peu. En termes de marge nette, OK? Marge nette. En termes de marge nette, on était à peu près à une certaine stabilité. Mais ça, c'était avant le scandale. D'accord?
Quand le scandale arrive présentement, qu'est-ce qui se passe? On doit investir massivement également pour pouvoir à peu près revenir, pour pouvoir laver le nom de l'entreprise. Donc voilà, il va falloir améliorer le service plutôt que de couper dans les charges. D'accord? Donc il faut améliorer ce service-là. D'accord? Le 6% de marge ici ne sera peut-être pas le 6%, ne sera peut-être pas durable dans le futur. Et comparez maintenant Orpea à une entité comme Corian qui fait à peu près la même chose. Regardez les marges de Corian. Corian n'a presque pas à des marges totalement différentes. OK? Donc, quand bien même on prendrait des marges de 6% ici, je fais simple, parce que je prendrais même 7%. D'accord? Donc, je prendrais le 7% ici. Admettons. D'accord? Je vais le faire ici comme ça. On prend ici 4 milliards 500. Disons 4 milliards 500. Disons qu'on prend 7% de ce 4 milliards 500 là, 7%, ça donne ici à peu près 315 millions. Disons que Orpea, voilà, elle se paie à 20 fois les bénéfices. Donc 20 fois les bénéfices ici, ça veut dire que c'est un rendement de 5%. Donc ça devient ici de 6 milliards 300. 6 milliards 300 moins la dette nette. Et c'est là où tout se gâte, parce que la dette nette est tout simplement élevée. Donc, quand on prend la dette nette, ici, on est aux alentours de 11 milliards, alors qu'ici, on a une valeur d'entreprise totale ici de 6 milliards 300. On ne va pas le prendre ici. Donc, ce qui me permet de dire ici que déjà, à 20 fois les bénéfices, ce n'est pas possible. Donc, je prends ça à 10 fois les bénéfices. À 10 fois les bénéfices, je ne paierai pas plus de 3 milliards 150 millions pour cette compagnie-ci. Pas plus que ça. Donc, et je vous rappelle ici que attention, c'est avant la lecture des rapports financiers, etc. C'est avant même le pessimisme ambiant actuel. Donc, on est à peu près à 64 millions d'actions. Je divise ici par 64 millions. Donc, Orpea, je ne paierai pas plus de 50 dollars l'action. Admettons. Ça, c'est avant la pandémie. Hein. Avant le scandale actuel. Je ne paierai pas plus de 50 dollars par action. Donc, quand vous êtes encore à 100 dollars ici, en 2021, etc., moi, je ne paye pas ça. Je ne paye pas ce montant-là. Et je sais qu'on est également très endetté. D'accord? Donc, à partir de 50 dollars, on commence à regarder la compagnie. Et quand on arrive à 50 dollars, il y a déjà une accumulation de mauvaises nouvelles. D'accord? Notamment le scandale lié aux livres, etc. Donc, on se rend déjà compte ici que ce qui va se passer, c'est que les marges vont avoir tendance à diminuer. Si les marges diminuent, donc, Corian, prenons par exemple l'exemple de Corian. OK? On va le faire comme ça. Donc, on va regarder ici les marges de Corian pour se demander à peu près est-ce que si l'entreprise a des marges à peu près d'un concurrent ici, parce que d'habitude, ils n'avaient pas des marges de Corian, d'accord? Ils avaient des marges bien plus élevées. Je pense qu'ils avaient les marges les plus élevées du secteur. Vous remarquez ici que Corian, elle, a des marges. C'est une compagnie qui a des marges à peine de 3%. D'accord? À peine de 3%. Donc, vu qu'on avait plus de 7% ici précédemment, admettons même qu'on garde le 4 milliards 500 en termes de revenus, le revenu ne baisse pas, etc. 3% de ce montant-là, ça donne ça. D'accord? Donc 3%, excusez-moi, ça donne 0,03. D'accord? À 10 fois les bénéfices, sachant que la dette est trop élevée. D'accord? On a 1 milliard 350. Multiplié par le nombre d'actions, on a à peu près 64 millions d'actions. On est à peu près à 21 dollars. Je ne paye pas plus de 21 dollars ici pour ce business-ci. Pas plus de 21 dollars si je diminue les marges ici. Et encore, vous devez même vous garder une certaine marge de sécurité. Et encore, il faut absolument que le management ait des ambitions ici de rembourser la dette. D'accord? Donc, ce dividende-là n'est pas déjà safe parce que quand on regarde également le niveau d'endettement, donc, prenons ici, par exemple, l'exemple de Corian. Donc, dette nette sur EBITDA. OK? On a à peu près à 10 fois les EBITDA ici. La dette nette est tout simplement très élevée. Mais attention, il faut regarder si le niveau d'EBITDA ici est également à un niveau normal. Donc, on voit qu'il y a une certaine diminution ici. Donc, même Corian, en termes de dette, il faut faire attention. OK? Il faut également faire attention ici. Parce qu'à partir de 10 mois, je commence à stresser. Sauf s'ils ont de l'immobilier. Et même quand même ils ont de l'immobilier, il faut absolument qu'ils commencent à vendre une certaine partie de leurs actifs ici. Donc, quand on regarde ici Orpea, on se rend compte que la dette est à un niveau assez élevé depuis très longtemps. Depuis très, très longtemps. OK? Donc, quand bien même je calcule à 20 dollars l'action, je ne l'achète pas à 20 dollars l'action. Marge de sécurité parce que je ne sais pas ce qui pourra arriver. J'ai plus 3% ici, mais Corian, vous avez vu que ça oscille. Le 3%, c'est que je suis même très gentil. Donc, il y a de plus en plus d'incertitudes ici, donc vaut mieux se protéger en prenant une marge de sécurité supplémentaire. Et encore, ça dépend du remboursement de la dette. Aujourd'hui, quand on parle de dilution massive, etc., est-ce qu'on aurait pu prévoir la dilution massive? Alors, je vous dirais que ça dépend de l'environnement économique, dans le sens où, si on était dans un environnement économique correct, normal, d'accord, où on ne parlait pas d'augmentation des taux d'intérêt, etc., on allait être assez correct ici. Orpea aurait pu s'en sortir sans faire de dilution. Mais là, on doit investir massivement. Donc, les marges vont avoir tendance à diminuer. Et si les marges diminuent,
les covenants vont être activés. Covenant, généralement, ça veut dire que Orpea, ici, quand elle prend de la dette, elle a un certain... Par exemple, il y a certaines choses qu'Orpea ne doit pas... Par exemple, on va lui dire que vous ne pouvez pas dépasser une dette nette sur EBITDA de 10. Vous ne pouvez pas le faire. Présentement, on dépasse une dette nette sur EBITDA. On a une dette nette sur EBITDA supérieure à 10 ici. Donc, les covenants ici n'ont pas été respectés. C'est-à-dire que présentement, la dette devient maintenant exigible en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, ça nous met dans une pression supplémentaire. Il faut trouver de l'argent frais présentement pour rembourser cette dette-là. Or, on n'a pas ce cash-là. On n'a pas ce cash-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Émettre de nouvelles actions. D'accord? Ou bien, voilà, trouver un actionnaire ici, majorité, qui pourrait renflouer les caisses. Donc, c'est ce qui s'est passé en date d'aujourd'hui. Donc, dans le futur, quand vous allez choisir d'investir dans une compagnie, ok, surveillez la dette, le niveau d'endettement, le maintien des marges et toujours aller regarder les concurrents dans le secteur pour se poser la question de savoir qu'est-ce que Orpea fait de mieux que les concurrents au point d'avoir des marges de 3%. Ok? Parce que le management passé est également, et il est responsable de ce qui se passe en date d'aujourd'hui. Mais nous, les actionnaires également, nous sommes responsables de ce qu'on fait avec notre argent. Donc, la moindre des choses, c'est de faire le travail nécessaire. Et voilà, je pense qu'il y avait déjà assez de drapeaux jaunes dans les rapports financiers ici. Donc, dans le futur, quand je vais vouloir investir dans une compagnie, je regarde le revenu. C'est bien. Je regarde les marges, si les marges suivent. Les marges brutes, les marges nettes, les marges de free cash flow. La dette, je regarde également la dette. Je me pose la question à savoir, est-ce que l'entreprise, le niveau d'endettement actuel est tenable? Et au niveau de l'endettement ici, je me pose la question, qu'est-ce que l'entreprise fait avec l'argent qu'elle reçoit? Est-ce qu'elle repaye la dette ici? D'accord? Est-ce qu'elle a des free cash flow? Quelle est sa politique d'allocation du capital? Ce n'est pas le dividende qui va trop m'intéresser. Parce que ici, le dividende également était un narratif qui a plu énormément de personnes. Faites attention aux compagnies qui versent ces dividendes, toutes sans exception. Parce qu'il faut toujours questionner la politique d'allocation de ce capital-là. À un moment donné, il est intéressant de verser un dividende et à un moment donné, il est intéressant de ne pas le faire du tout. D'accord? Donc, toujours se poser ce genre de questions-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'en vous posant ce genre de questions, vous allez toujours éviter les pièges à la Orpea, non. Mais vous allez faire moins d'erreurs que ça. Il y a de fortes chances que, déjà dès le début, juste en faisant ce minimum-là, on aurait pu éviter d'investir dans cette compagnie-ci. OK? Parce que déjà, ça ne valait pas, le prix était tout simplement élevé. Et une fois que les nouveaux éléments arrivent, parce que quand une opportunité d'investissement entre parenthèses se présente, c'est parce qu'il y a un problème. Maintenant, à nous de déterminer si le problème est durable ou temporaire. Et dès le début, je vous dis toujours qu'un investissement est souvent bien par rapport à un autre. Donc, il faut toujours comparer les alternatives sur le marché. OK? Donc, ceux qui ont perdu présentement, comme je l'ai dit toujours, ne baissez pas les bras. Hein. Ça fait partie du day-to-day. C'est une leçon apprise. Apprenez, c'est une leçon supplémentaire. Ça vous coûte sans doute plus cher ici aujourd'hui. D'accord? Mais je pense que dans le futur, on ne va pas répéter les mêmes erreurs. D'accord? So, lisez les rapports financiers. Lisez les rapports financiers. Tout est dans les rapports financiers, tout sans exception. Les conclusions qu'on faisait ici, c'était déjà par rapport à la lecture des rapports financiers qu'on avait, dont la dette, etc. Et quand au niveau de la dette, même au niveau des bénéfices nets, on avait même un certain questionnement derrière. OK? Donc, la valeur de l'actif net ici également était questionnable parce que les gens pensent que, oui, parce qu'il y a de l'immobilier ici, on ne vend pas un bien immobilier, un immeuble ou bien un bâtiment du jour au lendemain. Parce que quand vous vendez, la personne qui achète va également vous analyser. Il va dire, OK, si vous voulez vendre présentement, vous êtes dans le rush, donc vous voulez absolument avoir de l'argent aujourd'hui. Or, si vous êtes un investisseur qui n'a pas besoin d'argent aujourd'hui, qui veut vendre son bien immobilier, mais qui n'a pas besoin d'argent aujourd'hui, techniquement, vous êtes plus patient que la majorité. Donc, si vous êtes pressé, on aura tendance à vous donner des prix, à vous proposer un prix qui n'est tout simplement pas intéressant. Donc, il faut faire attention à ça. Prochainement, narratif dette, narratif de croissance, narratif de dette de dividendes croissants, narratif d'immobilier ici. Faites très attention, surveillez la dette, etc. D'accord? Lisez les rapports financiers. Et maintenant, pour Orpea, on va s'y intéresser après la dilution massive ici. C'est pas la peine de participer ici au DPS, etc. Non, pas la peine de remettre au pot pour ceux qui sont déjà actionnaires aujourd'hui. Encaissez vos pertes en capital et passez à autre chose. Et regardez également sur le plan fiscal si vous pouvez avoir un intéressement. Maintenant, c'est l'heure de la prise des leçons, d'accord? Parce que la messe est dite en date d'aujourd'hui. OK? Donc, tout ceci était déjà visible dans les rapports financiers à la période où vous avez pris votre décision d'investissement. Donc, utilisez ce document-là qui est généralement négligé par la majorité des investisseurs. On se focalise beaucoup sur les éléments, les ratios financiers, etc. Quoique les ratios financiers donnent beaucoup d'informations comme ici,
ces ratios financiers-là nous auraient déjà encouragé à ne pas regarder cette compagnie-ci parce qu'il y a une certaine instabilité. D'accord? On pourrait déceler une certaine instabilité. Quand bien même on a des free cash flow assez élevés, etc. Mais ces free cash flow-là, regardons bien au fond parce qu'ils sont questionnables. Ok, quand on regarde en profondeur, on peut les questionner. Je pense qu'on l'avait fait sur une vidéo, sur cette vidéo-ci, on était allé en profondeur au niveau des états financiers ici. Ok, donc, sinon, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas, le lien vers la Top Newsletter est dans la description de la vidéo, ainsi que le service Top Premium. Donc, dans le service Top Premium, on analyse généralement quantitativement des entreprises comme Orpea. Vous pouvez demander l'analyse quantitative. Donc, vous pouvez nous demander d'analyser quantitativement une entreprise. Donc, ça peut vous permettre également ici je peux soulever des questions que vous êtes peut-être pas posées quand vous vouliez avant d'investir dans cette compagnie-là. Ok, donc c'est toujours intéressant et vous pouvez vous-même voir le prix est tout simplement modique. Au-delà de ce qu'on propose en supplément ici, d'accord? Donc je vous laisse aller voir le lien dans la description de la vidéo. Donc n'abandonnez pas les marchés financiers, c'est juste une leçon de plus apprise ici et comme je l'ai dit, Orpea, on va y revenir dans les années à venir, pas présentement, ok? Donc c'est comme ça la bourse, il faut apprendre les leçons. Et voilà, même moi aujourd'hui, je perds de l'argent et je sais que je vais en perdre énormément. Mais le plus important, c'est surtout d'apprendre les leçons et de ne pas recommencer. Moi, personnellement, il y a une leçon présentement que j'ai apprise il y a très longtemps, mais j'ai refait la même erreur. J'ai refait la même erreur. Mais bon, à la fin de la journée, je n'ai pas mis 400% de mon capital ou bien 100% de mon capital sur une entité. J'ai essayé d'être le plus diversifié possible, même si je pense que j'aurais pu réduire le capital investi, le pourcentage de capital investi sur cette compagnie-là. Mais bon, j'étais trop optimiste également, l'euphorie, les émotions aidant. Donc maintenant, je sais que quand je suis trop optimiste sur une compagnie, je vais me focaliser sur les éléments négatifs avant tout, afin de déconstruire l'optimisme que j'ai. OK? Donc, gardez le moral, ça arrive, d'accord? C'est difficile, mais bon, regardez du point de vue fiscal ici, peut-être qu'il y a un intéressement ici, au moins ça pourrait être un pansement par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, ok? Sinon sur Orpea, le business en lui-même, il y a de l'avenir dessus, c'est juste la façon dont l'entreprise était gérée, c'est juste la gestion de l'entreprise ici qui avait un problème, ok? Donc je pense que maintenant, on va revenir à une certaine normalité et on va laisser le temps au temps. Merci.